Boston peut enfin reprendre le cours de sa vie. Le suspect de l'attentat du marathon de Boston a été arrêté au terme d'une chasse à l'homme qui a paralysé la ville entière durant 24 heures et mobilisé des centaines de policiers et militaires. C'est donc la fin d'une grande chasse à l'homme à Boston, 24 heures pour retrouver et arrêter le suspect de l'attentat du marathon de Boston. Dans le reste de l'actualité, c'est la fin d'un long parcours pour la famille Moulin-Fournier, enlevée au nord du Cameroun, près de la frontière nigériane. Ils ont été libérés puis conduits à l'ambassade de France au Cameroun hier avant de rentrer ce matin en France. Un grand soulagement exprimé par tous. À quelques jours du vote solennel, les opposants au mariage pour tous veulent continuer à faire pression. Des manifestations qui se trouvent encore d'être très violentes et insultantes. Beaucoup dénoncent en effet une montée grandissante de l'homophobie. Bonjour à tous et bienvenue. On va donc développer tous ces grands titres de la semaine, avec tout d'abord Boston qui respire de nouveau. La vie a repris son cours enfin, depuis que le second suspect en fuite après l'attentat du marathon de Boston a été interpellé hier au terme d'une chasse à l'homme de 24 heures. Oui, et il se trouve dans un état grave selon la police. Il a perdu en effet pas mal de sang, mais ses jours ne seraient pas en danger. On voit le récit avec ce reportage de BFM TV. Sur ces images au ralenti, Dzhokhar Tsarnaev. Capturé vivant, il est dans un état grave. Blessé par balle, il a perdu beaucoup de sang. Cette ambulance le transporte à l'hôpital. La police a donné l'assaut vers 20h45 heure locale, réagissant immédiatement sur les réseaux sociaux. Capturé. La chasse est finie, la traque est finie. La terreur a pris fin et la justice l'a emporté. Le suspect a été interpellé. La joie explose après 24 heures de traque. Les policiers se félicitent et se tapent dans le dos. Les habitants de Boston les acclament et les applaudissent. C'est incroyable, je ne pouvais être qu'ici, c'est fantastique. C'est vraiment un sentiment incroyable. Tous les gens sont sortis de chez eux pour aller remercier les agents. Tout le monde se serrait dans les bras, soulagé. On a l'impression d'être à nouveau en sécurité. Dzhokhar Tsarnaev a été repéré en fin de journée par un homme qui découvre du sang sur son bateau, parqué dans son jardin. Il prévient alors la police et l'assaut est lancé. Le suspect est caché sous la bâche du bateau. Des négociateurs tentent de le faire sortir, mais il ne communique pas. La police procède donc à l'interpellation. Nous avons échangé des tirs avec le suspect qui se trouvait à l'intérieur du bateau. L'équipe spécialisée dans le sauvetage d'otages est entrée et y a appréhendé le suspect. Il était toujours vivant. La traque avait débuté la veille sur ce campus de Boston. Dzhokhar et son frère Tamerlan tuent par balle un policier puis s'enfuient. Les deux suspects de l'attentat du marathon prennent ensuite en otage un conducteur qu'ils relâchent 30 minutes plus tard. Le véhicule est retrouvé à Watertown où une fusillade éclate. 200 coups de feu sont échangés. L'aîné des frères, Tamerlan Tsarnaev, est tué. Débute alors une chasse à l'homme. 9000 policiers et militaires sont mobilisés. Ils cherchent le deuxième suspect. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. Plus personne ne circule dans les rues. Les magasins et les écoles sont fermés. Les transports en commun arrêtés et tout survol d'avion interdit. Boston devient une ville fantôme. Watertown est en état de siège. Une situation qui va durer jusqu'au soir. L'ordre de rester enfermé est levé. C'est là qu'un habitant découvre Dzhokhar. L'assaut est donné quelques heures plus tard. Et le président américain Barack Obama a salué le travail des forces de l'ordre quelques minutes après la capture de ce suspect d'origine tchétchène, semble-t-il, tout en notant qu'il restait encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. On écoute le président américain.
Ce soir, il y a encore des questions sans réponse. Parmi elles, pourquoi de jeunes hommes qui ont grandi et étudié ici dans notre communauté et notre pays ont eu recours à de telles violences? Comment ont-ils planifié et réalisé ces attaques? Et ont-ils reçu de l'aide? Mais ils ont échoué parce que les habitants de Boston ont refusé de se laisser intimider. Ils ont échoué parce que les Américains que nous sommes refusons d'être terrorisés. Voilà, et donc on le rappelle, il y avait deux suspects. Le premier, c'était donc le frère de celui-ci qui a été arrêté hier soir. Et celui-ci était décédé des suites de l'assaut avec la police. On va maintenant en France avec le grand soulagement pour la famille Moulin-Fournier, enlevée il y a 2 mois au Cameroun. Ils ont été libérés jeudi soir, une information de la présidence camerounaise, puis confirmée après par l'Elysée. Ils ont posé le pied sur le sol français, c'était tôt ce samedi matin, accueillis par le président de la République François Hollande et le ministre de l'Intérieur à l'aéroport d'Orly. François Hollande et Tanguy Moulin-Fournier se sont exprimés quelque peu après leur arrivée. On les écoute tous les deux. Je voulais juste vous dire l'immense émotion et l'immense bonheur qu'on a à être de nouveau de retour libre et de profiter de la liberté après ces 60 jours qui ont été très difficiles. Mais voilà, c'est fini, donc on en est sorti. Je voulais remercier à nouveau les autorités françaises, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour toute l'implication qu'ils ont mis. Remercier également les autorités camerounaises, Monsieur l'ambassadeur. Et on était hier donc avec son Excellence le Président de la République, Paul Biya, et je sais qu'ils ont mis également tout leur poids dans l'affaire. Les autorités françaises ont fait leur devoir dans la discrétion, et une fois encore, je veux remercier aussi bien le Cameroun que le Nigeria, qui ont multiplié les contacts et permis cette libération. J'ai une pensée particulière pour le président Biya, qui dans ces derniers jours a eu un rôle important. Je n'en dirai pas plus sur les conditions. Aujourd'hui, c'est en ce petit matin la joie qui nous saisit. Voilà, et on n'oublie pas non plus les autres otages qui restent, on a encore pas mal. On pense bien évidemment à eux et à leurs familles. On reste en France, mais cette fois-ci avec les opposants au mariage pour tous qui continuent de manifester dans les rues, qui ne désarment pas. Des manifestations qui sont de plus en plus violentes. On dénonce notamment en marge de ces violences une recrudescence de l'homophobie, comme le dénonce le porte-parole de l'inter-LGBT, qu'on écoute tout de suite. Il y a une homophobie décomplexée qui s'exprime de plus en plus. Parce que quand on répète à longueur de temps comme principal argument que parce qu'on garantirait l'égalité des droits entre les couples homo, les couples hétéros, entre toutes les familles, on déstructurait la société, on détruirait les fondements de notre société. Et quand on agite comme ça les peurs, les fantasmes, quand on joue sur la peur de l'autre, forcément, dans un second temps, ça libère une parole homophobe complètement décomplexée. Il y a quand même une responsabilité importante à un moment donné des leaders de l'opposition à ce projet de loi. Brigitte Bardot en tête, qui il y a encore quelques jours a annoncé que si Hollande voulait du sang, il en aurait. Elle a quand même mis 3-4 jours avant de revenir sur ses propos. Et puis aussi des leaders de l'UMP qui soufflent sur les braises, tout simplement. SOS Homophobie enregistre vraiment une très forte augmentation des appels, des signalements sur sa ligne d'écoute, 4 à 5 fois supérieure que l'année dernière à la même période. Donc c'est pas rien. Et puis tout simplement parce qu'il commence à y avoir des passages à l'acte. On parlait des événements au bar de Lille, dans un bar gay de Lille hier. Un sentiment de peur, oui, qui nous habite, qui n'avait pas été ressenti depuis un certain nombre d'années. Justement, 3 employés d'un bar gay dans le centre de Lille ont été légèrement blessés ce mercredi 17 avril au soir lors d'une agression par 4 hommes qui ont ensuite été interpellés. Là aussi, on dénonce la radicalisation du mouvement anti-mariage gay.
On est à un autre niveau que celui du débat, de l'échange des arguments entre les opposants au mariage et les pro-mariage pour tous. On est dans la violence physique, on est dans les personnes qui sont à bout d'arguments et qui décident de s'attaquer physiquement à des personnes à cause de leur orientation sexuelle. Ça, on ne peut pas l'accepter. Certains appels au niveau national de certains représentants des anti-mariages pour tous ont effectivement attisé la haine et qu'il n'est pas de la responsabilité, en tout cas c'est un manquement à leur responsabilité que d'avoir proféré ces propos qui, encore une fois, à mon sens, ont ouvert la boîte de Pandore. Il fallait s'y attendre. Avec ce qu'on entend à la télé, ce qui se passe en ce moment, eh ben, on va dire que c'est chez ces gens-là, ils veulent suivre la mode et puis se dire que si ça s'est passé à Paris, ça se passera dans les autres villes de province. C'est arrivé aussi cette nuit à Toulouse, c'est arrivé dans plusieurs villes en France. Voilà, le procès est reporté au 13 mai. Pendant ce temps, les 4 hommes ont été placés en détention par crainte de récidive. Et le président François Hollande a aussi dénoncé les actes homophobes et violents commis par les opposants au projet de loi sur le mariage pour tous, rappelant qu'aucune manifestation ne devait dégénérer. On l'écoute. Il y a des actes homophobes, il y a des actes violents qui sont commis. Le droit de manifester est reconnu dans notre Constitution et admis par les Français. Mais aucune manifestation ne doit dégénérer. Aucune doit s'en prendre au bien public. Et il ne peut pas y avoir d'actes contre des personnes. Il y a des manifestations, qu'elles se déroulent le plus pacifiquement possible, mais qu'on n'empêche pas les parlementaires de faire leur travail. Je ne peux pas accepter comme président de la République et les actes homophobes, et les violences au bien, dans le cadre des manifestations, les mises en cause des forces de l'ordre. Je ne peux pas accepter non plus qu'il puisse y avoir des parlementaires qui ne puissent pas s'exprimer dans des débats publics, ou des ministres qui, parce qu'ils se déplacent, il peut arriver des manifestations, il y en a toujours qui m'accompagnent, mais ne peut pas empêcher un ministre de faire là aussi son travail. Si ils n'en sont toujours pas convaincus une fois l'application de la loi, eh bien, il y aura d'autres élections, notamment en 2017, et ces groupes politiques, ces personnalités auront à dire ce qu'elles feront ou ce qu'ils feront si les électeurs leur donnent la possibilité de conduire le pays. Voilà, avant de se quitter, regardez ces images de ce séisme qui a frappé le sud-ouest de la Chine. C'était ce matin, un séisme de magnitude 6,6 qui a fait au moins 124 morts et des milliers de blessés selon les autorités locales. Mais ce bilan risque malheureusement encore de s'alourdir. C'est donc la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre l'intégralité de l'information. Et n'oubliez pas aussi notre compte Twitter DMZTV pour ne rien rater également. Et aussi toutes nos vidéos, bien sûr. Merci de votre fidélité donc. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end et une excellente semaine. À bientôt.